Merci beaucoup, Marc. Donc voilà, je vais faire vraiment un tour d'horizon de la géo-ingénierie et je vais un peu introduire les différentes interventions qui vont avoir dans la journée, vous expliquer pourquoi elles sont pertinentes dans ce contexte. Ça marche comme ça. Alors, bon, j'espère ne pas avoir vous expliquer qu'il y a un changement climatique en cours. Que ce changement climatique, il est entièrement dû aux activités humaines qui rejettent du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La manifestation peut-être la plus facile à mettre en évidence, c'est la température moyenne de la Terre qui vous est montrée sur la figure qui est en haut à gauche. Vous voyez que depuis les années 1970, en fait, il y a une augmentation de la température qui est de l'ordre de grandeur, c'est 2 dixièmes de degrés par décennie. Il y a des climatologues qui pensent qu'on observe actuellement une accélération de ce réchauffement depuis une quinzaine d'années. C'est un sujet que j'avais un petit peu traité pendant mes cours et il y a plusieurs explications possibles. Peut-être que c'est simplement une variabilité naturelle, mais peut-être aussi qu'on est en train de voir la mise en place finalement des rétroactions positives et en particulier des rétroactions qui sont liées aux nuages et qui pourraient expliquer ce réchauffement récent. Bon, la température moyenne de la Terre, c'est un indicateur, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Hein. Donc, sur la partie droite, vous avez les températures moyennes annuelles sur la France. Donc en haut à gauche, en fait, on a qu'est-ce qui se passait il y a une cinquantaine d'années, et puis les années récentes sont en bas. Et vous voyez que le réchauffement global, il se manifeste aussi par un réchauffement en France. Réchauffement, c'est une chose, mais il y a aussi tout un tas d'impacts sur la perturbation, sur le cycle de l'eau en particulier, sur les écosystèmes de manière générale, sur les glaciers. On avait hier dans mon laboratoire un séminaire sur les glaciers qui montre très clairement que tous les glaciers du monde sont en train de disparaître, que les glaciers des Alpes ont déjà perdu 30% de leur masse, ce qui est plutôt plus rapide que ce qu'on observe dans d'autres zones montagneuses dans le monde. Mais tous les glaciers du monde montrent une disparition. Et puis il y a tout un tas d'autres impacts, des conséquences dramatiques des sécheresses, avec un impact sur l'agriculture, mais aussi des précipitations extrêmes qui ont des impacts sur les inondations. Alors j'avais dans la présentation du colloque, j'avais pudiquement qualifié ça de désagrément. Je pense que je dois reconnaître une petite erreur à ce sujet. Je pense que le terme désagrément, c'est une litote, on va dire, et qu'il y a beaucoup plus grande que ça. Et en particulier, enfin, on voit bien qu'il y a des régions du monde en fait où le changement climatique conduit à des migrations supplémentaires, même si le changement climatique n'est pas la seule cause des migrations. Les guerres sont aussi un sujet, une cause particulièrement importante, mais il n'y a pas de doute que le changement climatique est une cause de migration et va le devenir encore plus dans le futur. Donc le changement climatique est en cours. En fait, ça fait un moment que les climatologues alertent sur ce changement climatique et sur les conséquences. Je rappelle que le premier rapport du GIEC, c'était en 1990. Les accords de Kyoto, c'était en 1997. Donc déjà, en 1997, les États se sont engagés, enfin en tout cas les États occidentaux se sont engagés à réduire leurs émissions. Donc la prise de conscience, elle date déjà d'une trentaine d'années. Et pourtant, quand on regarde les émissions mondiales de dioxyde de carbone, c'est ce qui est montré sur la figure en haut à droite, vous voyez que on ne voit pas vraiment l'impact. Ce qu'on voit comme impact, effectivement, c'est la crise liée au Covid. Mais à part cette crise liée au Covid, les émissions continuent à augmenter. Alors certes, moins rapidement que ce qu'il y avait dans les années 90 et 2000, n'empêche qu'on ne voit pas du tout une inflexion, enfin une tendance à la diminution, alors que donc ça, c'est une figure qui montre, avec les simulations du GIEC, qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour limiter le changement climatique, enfin le réchauffement climatique global à 1,5 degré ou le limiter à 2 degrés. Alors il y a des incertitudes bien sûr, mais l'ordre de grandeur il est quand même là. Vous voyez qu'il faudrait dès maintenant diminuer très rapidement les émissions. Enfin dès maintenant déjà au moment des accords de Paris il y a 10 ans.
hein. Je vous rappelle que la COP 21, il y a 10 ans, il y avait déjà un engagement de réduire les émissions. En fait, les États s'étaient engagés à une trajectoire qui est un petit peu celle qui est montrée en rouge. Et on voit que, en fait, ces engagements ne permettent pas de limiter le changement climatique à 1,5 degré. Par ailleurs, vous êtes probablement au courant de certains développements à l'international. Et donc, il est raisonnable de penser que ces histoires, hein, de prise de conscience internationale de l'impact du changement climatique et de la nécessité de réduire les émissions, moi, j'ai un peu peur que la situation était pas particulièrement brillante, que ça va pas s'arranger dans les années qui viennent. Donc du coup, voilà. Du coup, la question est légitime, même si à ce moment-là, ce n'est qu'une question. Hein. Est-ce que la géo-ingénierie peut être une alternative aux recommandations qui sont faites généralement de réduire les émissions? Est-ce que ça peut être une alternative si on n'arrive pas à réduire les émissions au rythme qu'il faudrait? Donc on peut imaginer que la multiplication des catastrophes qu'on observe déjà un peu aujourd'hui, mais qui vont probablement vraiment s'intensifier encore dans les décennies à venir. En fait, on peut penser que ça va continuer à conduire à ce que la géo-ingénierie, ça soit une urgence, en fait, ou en tout cas que ça devienne désirable. On se dit bon bah ok, c'est pas terrible la géo-ingénierie, mais n'empêche que les conséquences qu'on observe sont tellement graves qu'il faut absolument y avoir recours. Il y a d'ailleurs, un peu dans ce cadre-là, il y a des gens, même si je n'en fais pas partie, qui pensent qu'il y a des points de bascule qui disent que tiens, si la température moyenne de la Terre dépasse 1,7 degré, tout d'un coup, on va passer dans un cadre différent et que le climat va basculer sur quelque chose qui est encore plus désagréable et que par conséquent, c'est absolument nécessaire de ne pas dépasser ce 1,7 degré ou 1,9 degré ou des choses comme ça. Donc, du coup, on pourrait se dire, bon, ok, on va mettre en place des solutions temporaires hein, pour limiter le réchauffement climatique en attendant qu'on mette en place les mesures de réduction des émissions. Aussi, on peut faire simplement un calcul économique. On pourrait se dire, tiens, combien ça coûte de faire de la géo-ingénierie, combien ça coûte de réduire les émissions, et puis finalement s'apercevoir que, tiens, c'est plus intéressant de faire de la géo-ingénierie, donc allons-y. C'est aussi un argument pour. Et puis, un dernier argument, c'est il peut y avoir des groupements d'intérêts, par exemple en lien avec l'industrie fossile, qui peuvent se dire qui peuvent pousser cette solution parce que pousser cette solution, ça permet de ne pas mettre en péril leur activité, ça permet de retarder un petit peu justement les mesures politiques qui pourraient être mises en place pour faire ça. En gros, tiens, la géo-ingénierie c'est une solution, donc c'est pas la peine de réduire nos émissions puisqu'il y a des solutions alternatives. Donc voilà, donc c'est un peu là c'est un petit peu les arguments en faveur de la géo-ingénierie. Donc un peu ce colloque, un des objectifs de ce colloque, c'est de présenter un petit peu les technologies de géo-ingénierie, et puis donc voir pour ces différentes technologies quels sont leurs degrés de maturité. Est-ce que c'est quelque chose, c'est bon, il y a plus qu'à faire, ou au contraire, est-ce qu'il faut encore beaucoup de recherche, beaucoup de développement industriel? Il faut discuter des risques, hein, parce que avant de mettre en place des solutions de ce type-là, il faut vraiment quantifier quels sont les risques, parce que dès qu'on fait quelque chose à grande échelle, il y a des risques. Et puis il faut regarder aussi quels sont les aspects éthiques et légaux. Donc vous verrez qu'il y aura pas mal de présentations là-dessus aujourd'hui. Et en fait, à la fin, au moins pour la communauté scientifique, il y a plusieurs options. On peut se dire, non, on va interdire toute recherche là-dessus. Vraiment, les risques sont tellement importants que le mieux, c'est d'arrêter de faire de la recherche et puis d'arrêter d'en parler. On peut au contraire se dire, non, il faut continuer à faire de la recherche pour vraiment être capable d'évaluer d'une part les bénéfices, mais aussi les risques, hein, de mettre ça en face de manière la plus objective possible, la plus scientifique possible. Et puis, ou alors on peut se dire, non, c'est bon, là on est déjà prêt, on peut déjà implémenter des solutions.
Donc on va voir, enfin, on va voir ça. Alors, donc comme je le disais en petite introduction avant Marc, en fait, c'est un sujet qui est déjà pas mal porté, et en particulier, en fait, il y a déjà une évaluation qui est en cours à l'Académie des sciences, et donc c'est pour ça que j'ai demandé à Francis Albaret de nous faire une présentation sur les travaux de l'Académie des sciences sur ces sujets-là, parce que les questions, ce genre de questions sont déjà abordées. Alors, c'est quoi finalement je reviens un petit peu en arrière. Finalement, qu'est-ce que c'est par définition la géo-ingénierie? La définition, enfin, il y a plusieurs définitions. Celle que je donne, c'est l'ensemble des techniques qui visent à manipuler et modifier le climat et l'environnement de la Terre à grande échelle. C'est-à-dire que si vous, en gros, la climatisation chez vous, c'est pas de la géo-ingénierie, hein, même si l'objectif c'est de réduire la température chez vous. C'est pas à grande échelle. Voilà. Donc, c'est ça la définition que j'utilise ici. Alors, il y a deux, vous allez voir qu'il y a deux grandes familles, en fait, de géo-ingénierie. Il y a le CDR, c'est de l'anglais, donc on retire du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On appelle beaucoup ça des émissions négatives, c'est aussi une manière de le nommer. Donc là, finalement, ça va, il y a un ensemble de techniques là-dessus, mais l'objectif, on vise à réduire ou limiter en tout cas l'augmentation du CO2 atmosphérique. Donc finalement, on va jouer sur la cause du changement climatique. Voilà, on joue sur la cause. Alors, on va voir que les risques qui sont plus faibles que l'autre type de géo-ingénierie. Ceci dit, là aussi, les risques sont pas neutres. Et puis, il y a des impacts. De toute façon, dès qu'on fait quelque chose à grande échelle, il y a toujours des impacts. Et on peut penser, par exemple, que si on plante des forêts absolument partout, donc ça va avoir un impact, effectivement, on va peut-être pouvoir réduire le CO2 atmosphérique, mais il ne faut pas s'imaginer que ça va être sans impact sur la biodiversité ou les choses comme ça, si ce sont des forêts qui sont vraiment artificielles, entre guillemets. Donc l'autre grande famille de géo-ingénierie, c'est on va jouer sur le rayonnement solaire qui arrive à la surface. Donc ça, c'est la géo-ingénierie solaire. Donc là, on n'est pas en train de jouer sur la cause du changement climatique, mais on va essayer de compenser l'impact de l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc on joue sur la conséquence justement de cette augmentation des gaz à effet de serre, et qui est donc l'échauffement de la Terre et puis toutes les choses associées. Et donc on va essayer de compenser ça en réduisant le rayonnement solaire qui arrive à la surface. Donc là, vous allez voir, bon, ça va être discuté plus tard que les impacts sont beaucoup plus importants, à tel point que dans la communauté, en fait, il y a des gens qui sont favorables à ce que on mette pas ces deux choses dans le même paquet, quoi. C'est-à-dire que, bon, moi ici, vous avez bien compris que je dis géo-ingénierie, il y a deux grandes familles, et il y a des gens qui préfèrent dire non, on arrête, on présente pas les choses comme ça. On dit qu'il y a des émissions négatives d'un côté, et puis il y a de la gestion du rayonnement solaire de l'autre. Bon, voilà, c'est une opinion qui n'est pas celle que j'ai développée ici, mais qui est parfaitement valable, et c'est important que vous sachiez qu'il y a un petit peu ce débat ou cette sémantique dans la communauté. Alors, donc les émissions négatives, l'objectif, donc, c'est bien d'extraire le CO2 de l'atmosphère. Donc on va le faire, on peut extraire le CO2 de l'atmosphère par des procédés qui sont naturels ou semi-naturels, hein, parce que typiquement si on plante une forêt, oui, on va faire agir la nature. N'empêche qu'il y a bien une action délibérée pour que la forêt soit là et absorbe du carbone. Donc ce n'est que semi-naturel. Simplement, ça utilise des procédés naturels que sont la photosynthèse, voire j'ai mis dissolution. Là, je fais référence aux océans où on pourrait donc mettre en place des méthodes pour augmenter la capacité de l'océan à dissoudre du dioxyde de carbone dans les eaux. Une autre manière de faire, c'est d'avoir des procédés qui sont purement artificiels. Donc là, on va pomper par des procédés qui soient chimiques ou thermodynamiques le CO2 qui est dans l'atmosphère pour éventuellement l'injecter dans le sous-sol. Et donc, on va le mettre. Donc les procédés de dissolution auxquels je fais référence, donc c'est pour mettre le CO2 atmosphérique dans l'océan. Une fois qu'il est dans l'océan, il n'a plus d'impact sur l'effet de serre.
ou dans la végétation ou le sol peu profond, hein, la partie du sol qui est en interaction avec la végétation et l'atmosphère, ou alors en profondeur. Alors, donc tout ça, en fait, c'est pas là pour le coup, je suis pas en train de parler de science-fiction et de choses qui sont rejetées par la communauté, parce qu'en fait, quand vous regardez un peu les scénarios, les scénarios du GIEC pour le futur, les scénarios qui justement nous permettent d'envisager de stabiliser le climat, et ben ces scénarios, ils prévoient bien qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on va avoir des émissions négatives. Vous voyez, ça, c'est les trajectoires des émissions. Aujourd'hui, on émet dans l'atmosphère 40 milliards de tonnes de CO2 par an, et l'idée, c'est de... Oups, pardon, je reviens en arrière. L'idée est bien on va réduire très rapidement, et puis aussi dans la fin du siècle, on va avoir des émissions négatives. D'une part parce que il y a d'autres gaz à effet de serre dont les émissions sont absolument indispensables. Hein, typiquement le méthane, en lien avec l'agriculture, on voit pas comment on pourrait s'en passer. Et puis d'autre part, tout le monde reconnaît qu'il y a des émissions qui sont incompressibles, et donc il va falloir mettre en place des émissions négatives. Donc je dis bien, dans les scénarios du GIEC pour le futur, il y a des émissions négatives. Donc c'est pas quelque chose qui est rejeté par la communauté scientifique. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc là encore, je donne un panorama très grossier, sachant qu'il va y avoir des présentations focalisées là-dessus. En fait, ici, ce que je vous montre, c'est un graphe qui montre d'une part au cours du temps. Vous voyez que ça commence ici en 1860, et puis là on est dans le très récent. Sur la partie du haut, il y a les émissions. Donc les émissions qui sont liées en gros à la déforestation, et puis des émissions qui sont liées aux combustibles fossiles. Vous voyez, avec une très forte augmentation à partir du milieu du XXe siècle. Et puis sur la partie basse, il y a où va le carbone qui est émis par le haut. Donc il y en a une partie qui aujourd'hui part vers l'océan, il y en a une partie qui va vers les terres et la végétation, et puis il y en a une partie qui reste dans l'atmosphère. Donc l'idée, hein, donc on voit aujourd'hui on a déjà des émissions négatives, si vous voulez. Donc l'idée, c'est comment faire pour augmenter cette partie-là, ce qui va permettre de réduire la partie ici. Alors il y a plusieurs technologies, mais à nouveau ça va être développé tout à l'heure. On peut reforester, hein, on peut planter des forêts. On peut avoir un procédé où en fait on va fabriquer ce qu'on appelle du biochar, et puis mettre ce biochar dans le sous-sol. En gros, c'est un peu une forme de charbon de bois qui est relativement stable. C'est une forme de carbone qui est relativement stable, et donc on peut mettre simplement dans le sol. On peut trouver des méthodes agricoles en particulier qui permettent de favoriser la séquestration du carbone dans le sol. Et puis voilà, dans le cadre en particulier de culture, de modification des pratiques culturales, voire des cultures, voire des plantes, hein, qui pourraient être synthétisées sous forme d'OGM pour favoriser justement ce qui va dans le sous-sol. Alors ça c'est très bien, mais faut faire vraiment attention au fait qu'on a aussi du changement climatique qui pourrait perturber un peu tout ça. Et en fait, ce que vous montre cette figure, c'est dans les forêts françaises. En fait, c'est un peu un bilan du carbone des forêts françaises. Alors, il y a d'une part la croissance de ces forêts qui conduit à un stock de carbone dans le végétal, mais il y a aussi en fait des choses qui conduisent justement à ce qu'il y ait moins de carbone dans les forêts. D'une part, il y a simplement le prélèvement. Hein. On utilise du bois, et donc on prélève du bois dans les forêts, qui conduit à ce qu'il y en ait moins dans le sous-sol. Il y a d'autre part la mortalité de fond qui est montrée en orange. Il y a les feux de forêt qui conduisent à des émissions de carbone. Et puis il y a d'autre part des perturbations naturelles de type insecte. Et en fait, quand on regarde le net, c'est la courbe qui est montrée ici. Donc vous voyez que sur les dernières décennies,
la forêt française était un puits de carbone, net. Mais vous voyez que sur les années récentes, ça s'est fortement dégradé pour plusieurs raisons, et en particulier parce que la mortalité a augmenté. La forêt française n'apprécie pas du tout le changement climatique en cours, en particulier les épisodes de sécheresse et de canicule qu'il y a eu de manière répétée, et donc ce qui conduit à des émissions de carbone. Donc même si on se dit tiens, on va développer des forêts et ça va nous aider, mais c'est vraiment important de réaliser que le changement climatique, ça va pas forcément nous aider dans cette direction. Voilà, donc tous ces sujets seront développés par Nicolas Ziovy, qui est un chercheur de mon laboratoire, et il parlera là-dessus à 11h30. Il y a un peu la même chose sur l'océan, hein. Vous voyez que la même chose, il y a une partie, il y a typiquement l'équivalent de un quart des émissions humaines qui partent dans l'océan, et donc on peut vouloir augmenter un petit peu ce flux vers l'océan. Alors pour ça, pareil, hein, il y a plusieurs technologies qui sont envisagées. Vous avez probablement entendu parler d'une histoire de fertilisation des océans. L'idée, ça serait de balancer du fer, hein, parce que le fer l'élément fer est une des limitations justement à la croissance du phytoplancton, en tout cas dans certaines régions des océans, pas de toutes. D'autre part, on pourrait augmenter l'alcalinité des océans, parce que là aussi, en fait, la capacité de l'océan à dissoudre du dioxyde de carbone dépend de son alcalinité. Donc on pourrait de manière artificielle finalement changer cette alcalinité en mettant de la roche pulvérisée dans les océans. Donc ça demande aussi quelque chose une activité humaine. Et puis on peut aussi finalement faire pousser des algues dans les zones côtières, et puis prélever ces algues et puis les stocker quelque part. Donc c'est un moyen de stocker du carbone. Et puis on peut aussi, il y a des idées de finalement augmenter finalement les mélanges entre les couches de surface et les couches océaniques, ce qui finalement justement remet en surface des nutriments pour favoriser un petit peu la croissance du phytoplancton, mais aussi permet d'accélérer la dissolution du CO2 dans les couches basses de l'océan. Donc il y a tout un tas de choses qui ont été faites. Alors j'ai choisi de ne pas avoir un exposé très long là-dessus, un peu par manque de temps. Il faut faire des priorités. Simplement, il y a un rapport très récent de l'Académie des sciences américaine spécifiquement sur cette question, et qui arrive un peu à la conclusion qu'il y a un potentiel de quelques gigatonnes de CO2 par an, voire peut-être même jusqu'à une dizaine de gigatonnes, à condition d'y mettre vraiment des moyens très importants. Alors Caroline tout à l'heure dans son exposé en parlera un petit peu, mais c'est pas du tout le focus de son exposé. Simplement, elle développe elle-même des technologies qui utilisent justement l'océan pour stocker du carbone. Donc j'ai trouvé que ça avait un intérêt de la faire parler aussi de ça et d'autres choses, vous verrez, en particulier de tout l'écosystème justement des start-up en France qui visent à faire de ces émissions négatives avec des procédés océaniques, mais aussi des procédés terrestres. Elle vous développera ça tout à l'heure. Enfin, donc quelque chose qui est plus artificiel, c'est d'aller stocker le CO2 dans le sous-sol. Donc là, il faut extraire le CO2 de l'atmosphère par des procédés qui peuvent être soit naturels, hein, j'en ai déjà parlé, de la photosynthèse, soit par des procédés artificiels, donc chimiques ou thermodynamiques. Ensuite, il faut transporter ce CO2. Donc là aussi, ça pose éventuellement des problèmes. Enfin, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais la difficulté, c'est toujours de le mettre à l'échelle qui va bien. Hein. Entre quelque chose qui manipuler 1 million de tonnes de CO2, c'est facile. Quand il s'agit de manipuler des milliards de tonnes, ça demande éventuellement, c'est pas si facile que ça. Dans le but donc de trouver des sources, des couches géologiques stables pour aller mettre ce CO2 en profondeur, en espérant qu'il y reste. Alors là, les coûts, en fait, c'est des procédés qui sont technologiquement matures. La question, c'est vraiment de la mise en échelle, avec des problèmes de coûts, des problèmes d'énergie, hein, parce que finalement, extraire ce CO2 de l'atmosphère, le transporter, le comprimer pour l'injecter dans le sous-sol, il faut de l'énergie.
Et puis, il y a des questions éventuellement de stabilité. Est-ce que ce qu'on a injecté dans le sous-sol, ça va y rester? Je note au passage qu'il y a aussi quand même des idées que de continuer à utiliser les combustibles fossiles qu'on a aujourd'hui. On continue à brûler du charbon. Il y a des gens qui disent non, on va continuer à utiliser le charbon qu'on a, simplement au lieu de quand on l'utilise, au lieu de faire partir le CO2 dans l'atmosphère, eh ben on va l'injecter dans le sous-sol. Donc on supprime la partie cheminée. On le mentionne là parce que c'est relié, mais à mon sens, avec la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de la géo-ingénierie, ça c'est pas de la géo-ingénierie parce que on manipule pas vraiment l'environnement. Simplement, on fait du captage. Voilà. Donc ces questions seront abordées tout à l'heure à 14h par Fabrice Del Corso, qui lui donc travaille chez Air Liquide. Donc c'est un peu un représentant de l'industrie. Je vous ai dit, je voulais avoir des représentants de différents acteurs pour ces choses-là. Et puis donc maintenant des choses qui sont beaucoup plus controversée, la géo-ingénierie solaire. Donc je vous ai dit, la géo-ingénierie solaire, l'objectif c'est de compenser les impacts sur les réchauffements de l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc là aussi, il y a tout un tas de techniques qui sont envisagées. Simplement celle dont on parle le plus parce que les analyses préliminaires montrent que c'est celle qui a priori a le plus grand potentiel, enfin le plus grand potentiel pour un coup donné, c'est donc d'aller injecter des aérosols dans l'atmosphère. Donc ça, en fait, injecter des aérosols dans l'atmosphère, c'est ce que font les éruptions volcaniques. Donc là aussi, on peut dire que c'est un autre procédé basé sur la nature. On va simplement reproduire une éruption volcanique. Bon, en fait, on le fait un peu à plus grande échelle que ça. Et puis on s'engage à faire non pas une éruption volcanique tous les 10 ans, mais une tous les ans, donc c'est quand même pas tout à fait pareil. Bon, il y a une autre technique qui est d'injecter des aérosols, là pour le coup pas dans la stratosphère, mais plutôt dans la couche limite pour rendre les nuages plus réfléchissants. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on fait déjà aujourd'hui. Je vous montre ici une image satellite qui montre donc c'est sur le Pacifique. Vous voyez qu'il y a une couche de nuages. Puis vous voyez que les nuages, là, il y a des traces comme ça, où les nuages sont beaucoup plus brillants. En fait, c'est des navires qui ne cherchent pas à rendre les nuages plus brillants, mais simplement les navires, avec leur carburant, en fait, ça conduit à émettre des particules du soufre dans l'atmosphère. Ce soufre interagit avec les nuages, et donc ça conduit à avoir ces nuages qui sont plus brillants. Donc là, pour le moment, c'est quelque chose qui est fortuit. Et la question, c'est est-ce qu'on a envie de faire ça de manière volontaire? Est-ce qu'on a envie de développer, donc aller choisir les endroits où ça marche bien, et dans le but de rendre les nuages plus brillants, et donc là aussi de réfléchir plus de rayonnement solaire dans l'atmosphère. Et puis, encore un autre point, c'est augmenter l'albédo des surfaces. Donc là aussi, on peut dire, tiens, il y a déjà des cas comme ça. Ça, c'est une photo qui est prise dans le sud de l'Espagne, un endroit où il y a des serres partout. Et donc, vous voyez bien que les serres, elles sont plus réfléchissantes, donc elles réfléchissent une partie du rayonnement solaire vers l'espace. Et donc, on peut dire, on va favoriser ça. Bon, ça, a priori, autant les deux choses-là, les calculs comptables montrent que c'est faisable et que ça peut avoir un effet. Ce genre de choses, ça peut avoir un effet local, mais a priori, ce n'est pas scalable à grande échelle. Et puis enfin, il y a aussi des choses qui relèvent plus de, là pour le coup, on peut penser de la science-fiction, mettre des particules dans l'espace entre la Terre et le Soleil, pour bloquer le rayonnement solaire. Bon, ça, je pense que la maturité n'est pas tout à fait là. Donc voilà, tout ça permet de limiter le réchauffement climatique, mais il y a un impact sur le changement climatique, parce que en fait, on va modifier la distribution du rayonnement solaire. On va modifier, les simulations qui sont faites montrent que ça va modifier les précipitations, ça va modifier, il y a moins de rayonnement solaire, donc ça a un impact aussi sur la production végétale. Et ça ne règle pas la question de l'acidification des océans, qui est aussi une autre conséquence de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Donc vous comprenez qu'avec ça, en fait, ça explique un peu très grossièrement pourquoi cette technique
politique, elle est beaucoup plus controversée. Hein, quand je vous parlais d'émissions négatives, il n'y avait pas ces impacts qui sont là, qui sont très importants. Bon, donc ce sujet-là va être développé par Éric Lambin à 10h20. Je le remercie d'être ici. En fait, il y a eu un rapport pour l'Union européenne qui a été fait récemment par une vingtaine de scientifiques européens. Donc il y a un document sur lequel s'appuyer. Et Éric, il vous expliquera ça, mais il a contribué un petit peu à l'exploitation de ce rapport au niveau de l'Union européenne, enfin de sa mise en place. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui se rapproche vraiment de la technique. Maintenant, aujourd'hui, on va aussi discuter des aspects autres, des aspects qui sont pas sur la technique, en particulier des aspects juridiques et de gouvernance. Quelles sont les règles internationales qui sont susceptibles d'être appliquées? Est-ce que ces règles ont un impact éventuellement sur la gouvernance de ces choses-là? Et donc ça va être discuté par Samantha Besson, qui est donc professeure au Collège de France ici, et qui travaille entre autres sur ces questions. Et donc elle parlera de ça cet après-midi à 14h45. Par ailleurs, donc toujours dans mon objectif de mettre dans la même salle des gens qui sont qui viennent d'univers différents, une question, c'est je me pose là pour le coup, c'est quelque chose que je connais très mal, c'est comment est-ce que la géo-ingénierie est vue dans le monde politique. Est-ce que c'est une solution qui est envisagée sérieusement? Est-ce que c'est quelque chose qui est rejeté? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu simplement? Donc voilà. Est-ce que c'est une option qui est considérée par le pouvoir politique en France? Quelles sont les questions qui sont posées? Est-ce qu'il y a des interactions entre le ministère et les scientifiques? Et donc j'ai demandé à Pierre-Alexandre Royoux de venir nous parler de ça, puisque lui-même justement travaille dans les ministères et il est chargé en particulier de ces questions-là. Donc c'est vraiment la très bonne personne pour nous parler de ça. Qu'est-ce qu'on envisage comme mise en place de ces techniques au niveau des politiques? Et puis, pour terminer ma présentation, il y a bien sûr des enjeux éthiques, et je dirais même que les questions éthiques doivent être au cœur des discussions sur la géo-ingénierie, parce que elles impactent en fait en particulier, ça impacte les générations futures. Et donc, il faut, même si les générations futures, elles sont pas là aujourd'hui pour donner leur opinion, il faut en penser à elles. Alors, il y a deux types en fait de questions éthiques. Il y a les enjeux éthiques pour les scientifiques. Pour les gens comme moi, est-ce qu'il faut qu'on travaille dessus, dans quelle mesure? Et puis il y a des enjeux éthiques pour la société. Donc comme j'espère que je vous ai bien dit que ce ne sont pas les mêmes enjeux pour les émissions négatives et pour la géo-ingénierie solaire. En commun, il y a un enjeu qui, pour moi, c'est un risque, c'est surtout un risque, que si on parle un peu trop des possibilités de géo-ingénierie, ça va être une incitation à ne pas mettre en place des mesures qui sont pourtant nécessaires, les mesures de réduction des émissions qui sont nécessaires. Si on vous dit, tiens, il y a une autre solution, c'est pas la peine de faire des efforts. Donc ça, c'est commun aux deux types de géo-ingénierie. Et puis, d'autre part, il y a bien sûr des risques beaucoup plus importants, et donc des enjeux éthiques beaucoup plus importants sur la géo-ingénierie solaire. Et quand je parlais des générations futures, en fait, si vraiment on choisit de mettre ça, on impose un peu à ces générations futures de continuer à mettre des aérosols dans l'atmosphère, soit en couche basse, soit en couche haute, pour compenser finalement le CO2 qu'on met aujourd'hui, qui sera continué à mettre dans le futur. Voilà. Donc ça sera discuté en fin de journée par Éric Guillardi, qui est chercheur dans un laboratoire qui est voisin du mien, et puis qui par ailleurs est membre du comité d'éthique du CNRS. Donc il est vraiment très très adapté pour parler de ces questions. Voilà, j'ai terminé ma présentation d'introduction. Il est 9h54, donc on a 5 minutes pour les questions. Monsieur.